J'avais offert à mon fils et ma belle-fille la maison que je partageais avec son père, espérant alléger leur fardeau. Mais à mon retour de voyage, mes valises se trouvaient sur le trottoir froid, accompagnées d'un mot de sa part. « Si tu veux rester ici, il nous reste le garage. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que je payais encore secrètement leur hypothèque. Et cet appel à la banque allait tout changer. N'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. La pluie tombait comme des larmes que je n'avais pas encore versées, ruisselant sur mes valises, soigneusement alignées, sur le trottoir froid. Après une semaine passée chez ma sœur, Béatrice, à Lyon, tout ce que je voulais, c'était mon fauteuil douillet et une tasse de tisane chaude. Au lieu de cela, je me retrouvais dehors, devant ma propre maison, l'endroit qu'Arthur et moi avions bâti, le cœur de notre vie avec Damien. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de ma... L'écriture pointue et inclinée de Chloé, toujours pressée, était inimitable. « Si tu veux rester ici, il nous reste le garage. Ta belle-fille qui t'aime. » Mes mains tremblaient en relisant ces mots. 35 ans. Cette maison. Chaque brique, chaque arbre, chaque mur portait l'empreinte d'Arthur, nos souvenirs partagés. Damien avait fait ses premiers pas ici, s'était écorché les genoux sur la terrasse, avait appris à conduire dans cette même allée. Après le décès d'Arthur il y a 2 ans, j'avais légalement cédé la maison à Damien et Chloé. Un geste d'amour, une façon de les aider, avais-je pensé. Pourtant, c'était moi qui continuais secrètement à payer les mensualités de l'hypothèque, chaque mois. Je cherchais mon téléphone à tâtons, mes doigts glissant sous la pluie. Avant même que le taxi ne démarre, je composais le numéro de la banque, ayant besoin de confirmer cette réalité absurde. « Madame Mercier ?» La voix de la conseillère clientèle semblait trop enjouée pour le froid soudain qui régnait. « Oui, votre paiement automatique de 1 867 € a bien été effectué vendredi dernier, comme prévu. Merci. » murmurai-je en raccrochant. Une lourde goutte éclaboussa mon front. 68 ans, debout dans une flaque qui s'agrandissait, fixant les débris éparpillés de ma vie. Le ciel s'ouvrit vraiment alors, comme pour me donner la permission de m'effondrer enfin. J'aurais dû m'en douter. Les regards rapides et complices que Damien et Chloé échangeaient lorsque je mentionnais de redécorer ma cuisine. Les commentaires à peine voilés sur les résidences pour seniors, sur le fait que je n'aurais plus à me soucier du jardinage, la façon dont ils avaient réaménagé le salon lors de ma visite de Noël chez Béatrice, déplaçant mon fauteuil de lecture préféré dans le sous-sol sombre. Des petites choses, si petites, et pourtant elles me semblaient maintenant des poignards, enfoncés précisément aux endroits où je les avais le plus aimés. La porte du garage était déverrouillée. À l'intérieur, un matelas simple, étroit, était appuyé contre un mur, une petite table de nuit et une lampe projetant une faible lueur jaune. Mes vêtements, soigneusement pliés, pendaient sur un portant mobile. Mes livres, des photos encadrées d'Arthur et Damien, des souvenirs précieux, tous empilés dans des cartons, chacun étiqueté « Affaire de maman » de l'écriture hâtive de Chloé. Je m'enfonçais sur le matelas fin. Le sol en béton était froid à travers mes chaussures. Par la petite fenêtre sale, je pouvais voir la lueur familière du salon, la maison où j'avais tout donné, seulement pour me retrouver reléguée au second plan. Mon téléphone vibra. Un SMS de Damien. « Maman, nous avons besoin de l'espace. Chloé réclame un bureau à la maison depuis des mois. L'appartement du garage a tout ce qu'il te faut. Ne complique pas les choses. » Ne complique pas les choses? Comme si j'étais le problème. Comme si ma simple existence était un inconvénient. Je n'avais jamais été du genre à pleurer facilement. Arthur avait l'habitude de me taquiner sur ma nature stoïque,
Mais les larmes vinrent alors, silencieuses et brûlantes, traçant des sillons sur mes joues. Je pensais à ces nuits sans sommeil passées au chevet de Damien, à ces crises d'asthme, au deuxième emploi que j'avais pris pour payer ses études quand les affaires d'Arthur avaient périclité, au week-end à garder Léa et Léo pour que Damien et Chloé puissent en avoir leur temps à deux. Tous ces sacrifices réduits à cela, un fardeau. Une vieille femme à ranger, hors de vue. Je ne répondis pas au SMS de Damien. Au lieu de cela, j'appelai Béatrice. « Éléonore, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une immédiate inquiétude. Mon amie me connaissait trop bien. J'ai besoin d'un endroit où rester, parvins-je à articuler, les mots se bloquant dans ma gorge comme des éclats de verre brisé. Ils m'ont mise dans le garage. Béatrice ne demanda pas d'explication. Pas de questions, pas de jugement. « Je suis là dans 20 minutes, » dit-elle. Pendant que j'attendais, assise sur ce matelas fin, entourée des vestiges emballés de ma vie, une décision se solidifia en moi. Cette maison avait été mon cœur pendant 35 ans. J'y avais tout versé. Mon amour, mes économies, mes rêves. Et maintenant, il pensait pouvoir me mettre de côté, comme un vieux meuble. La porte du garage claqua, alors que la pluie s'intensifiait dehors. Une pulsation contre la fureur silencieuse qui montait en moi. Je regardais mes mains tremblantes et lentement, délibérément, les serrer en poing. Ils n'avaient aucune idée. À qui ils avaient affaire? Je n'étais pas seulement la mère de Damien ou la veuve d'Arthur. J'étais Éléonore Mercier. Et j'en avais assez d'être invisible. Qu'auriez-vous fait à ma place, voyant tout ce que vous aviez bâti s'effondrer, avec un seul mot froid? La chambre d'amis de Béatrice n'était pas grande chose. Mais elle avait une porte qui fermait à clé, et des fenêtres qui laissaient vraiment entrer la lumière du soleil. Après 3 jours passés au relais du crépuscule, un nom qui semblait étrangement approprié pour ce chapitre de ma vie, j'étais infiniment reconnaissante d'être quelque part qui ne facturait pas à la nuit. La pluie s'était finalement transformée en une bruine persistante, une toile de fond appropriée pour mon monde brisé. « Et tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin », insista Béatrice, en posant une tasse de café fumante devant moi. Son visage, d'habitude marqué par une douce inquiétude, était maintenant ferme de résolution. « Charles et moi, on se sent un peu perdus dans cette grande maison depuis que les enfants sont partis. » Son mari, Charles, acquiesça simplement, ses yeux bienveillants offrant un soutien silencieux. J'enroulais mes mains tremblantes autour de la tasse chaude, la vapeur un petit réconfort. « J'apprécie Béa, vraiment, mais ça ne peut pas être permanent. Je dois trouver une solution pour la maison. »« Tu veux dire ta maison ?» corrigea Béatrice, les yeux plissés. « Celle que tu continues de payer. » Béatrice était mon amie depuis plus de 30 ans. Elle avait connu Arthur, avait vu Damien grandir, avait été là, à travers chaque joie et chaque peine. Et contrairement à mon propre fils, elle se souvenait de qui j'étais avant de devenir invisible. Je n'arrête pas de penser à quand tout a commencé à changer, dis-je, fixant mon café, la surface ondoyant au gré du léger tremblement de mes mains. Après le décès d'Arthur, j'ai pensé que leur donner la maison aiderait Damien et Chloé. Ils venaient d'avoir Léa. L'argent était serré. Je voulais alléger leur fardeau. Et ils en ont profité, termina Béatrice, sa voix neutre. Les souvenirs refaisèrent en surface comme des bleus sur lesquels j'avais évité d'appuyer. 6 mois après les funérailles d'Arthur, Chloé avait commencé à réaménager la maison, prétextant qu'il fallait la moderniser, avait-elle dit. Mes suggestions étaient écartées d'un geste dédaigneux. Mes affaires avaient migré du salon au placard, puis au sous-sol, puis finalement à ces bacs de rangement froid. Tu sais ce que Chloé a dit quand je me suis opposée
à ce qu'elle jette le matériel de pêche d'Arthur ?» demandai-je. Ma voix à peine un murmure. « Il faut aller de l'avant, Éléonore, pas vivre dans un musée, comme si la mémoire de mon mari n'était qu'un encombrement à éliminer. » Béatrice tendit la main par-dessus la table et me serra la main. « Et Damien, il a sûrement pris ta défense ?» Je ris. Un son creux qui me surprit moi-même. Damien a dit que j'étais difficile, qu'il fallait que je m'adapte à la nouvelle normalité. Sa nouvelle normalité signifiait apparemment oublier son père et écarter sa mère. Le contrôle avait été si graduel que je l'avais à peine remarqué. D'abord, ils avaient pris possession de la cuisine, critiquant ma façon de cuisiner. Puis vinrent les plaintes sur mes émissions de télévision trop bruyantes. Mes amis qui venaient trop souvent. Mon jardinage, qui prenait trop de place dans leur jardin. Chaque renoncement de ma part ne faisait que les enhardir davantage. Le pire, c'est que j'ai tout permis, admettais-je, la vérité ayant un goût amer. Je continuais à payer l'hypothèque parce que j'avais peur qu'ils aient des difficultés financières. Je voulais les aider, être utile, être aimé. Tu achetais ta place dans cette maison, dans la vie de ton propre fils, dit doucement Béatrice, la vérité de ces mots cinglantes. Une mensualité après l'autre. Mon téléphone vibra avec un SMS de Damien. « Maman, quand viens-tu chercher le reste de tes affaires ? Nous avons besoin de transformer le garage pour la salle de jeu de Léa. » Je montrai le message à Béatrice, ma main tremblant légèrement. Ces ingrats. Elle se coupa. « Éléonore, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que ça ferait mal, mais tu mérites la vérité. » Mon estomac se serra, un nœud d'appréhension. « Qu'y a-t-il ? » Le mois dernier, au club de lecture, Chloé était là. Elle avait bu quelques verres de vin et a commencé à parler de leur projet. Ils mettent la maison en vente, Éléonore. Ils veulent acheter cette nouvelle construction aux collines de Chêne Vert. La pièce sembla basculer. Ils vendassent ma maison. Ils pensent que c'est leur maison, dit doucement Béatrice. Et techniquement, légalement, elle l'est. Mais moralement, c'est une autre histoire. Je pensais aux 35 années de souvenirs incrustés dans ces murs. Arthur et moi ramenant bébé Damien à la maison. Les fêtes d'anniversaire, les matins de Noël, le jardin qu'Arthur avait bâti pour notre 20e anniversaire. Les derniers souffles de mon mari dans notre chambre, entourés de la vie que nous avions créée ensemble. Et ils allaient tout vendre à des étrangers, sans le moindre scrupule. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmurai-je, sentant l'impuissance familière me reprendre. Les yeux de Béatrice s'endurcirent d'une résolution qui semblait d'acier. « Premièrement, tu vas arrêter de payer leur hypothèque. Voyons à quelle vitesse leurs plans vont changer quand la banque commencera à appeler. »« Mais mon crédit ?» Les habitudes ancrées d'une vie de responsabilité tentèrent de me retenir. « Deuxièmement, » continua-t-elle inébranlable, « tu vas parler à mon neveu, Paul. C'est un avocat spécialisé dans les droits des personnes âgées. Il doit y avoir un recours légal ici. »« Je ne suis pas âgée, » protestai-je faiblement. Béatrice haussa un sourcil. « Tu es assez âgée pour être traitée avec respect, ce qui n'est pas le cas ici. » Elle avait raison. Pendant 2 ans, je m'étais effacée, devenant plus petite et plus silencieuse pour éviter d'être un fardeau. Et où cela m'avait-il menée ? Expulsée de ma propre maison, mes affaires emballées dans des cartons, mon existence réduite à un inconvénient. Alors que la réalité de ma situation se cristallisait, quelque chose d'autre émergea de sous la douleur et la trahison. Une colère lente, contenue, qui me semblait presque étrangère après des années de compromis. « D'accord, » dis-je, redressant mes épaules. « Parlons à Paul. » Béatrice me serra la main. « Voilà ma Éléonore. Et Éléonore, souviens-toi qui tu es. Tu n'es pas seulement la mère de Damien ou la veuve d'Arthur.
Tu es Éléonore Mercier. Et il est temps que tout le monde s'en souvienne. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, je sentis une lueur de ce qui aurait pu être de l'espoir. Ou peut-être était-ce une détermination pure et simple. Quoi qu'il en soit, je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas me laisser faire sans me battre. Mais comment commencer à lutter contre les personnes mêmes que l'on a jadis aimées et protégées de tout son cœur? Paul, le neveu de Béatrice, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Avec son jean délavé et son t-shirt décontracté, il ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un avocat. Mais ses yeux, vifs et intelligents, ne laissaient rien passer tandis qu'il examinait les relevés d'hypothèque que j'avais apportés. Béatrice était assise à mes côtés, sa présence une forteresse silencieuse. « Donc, vous avez effectué des paiements pour une maison qui n'est plus à votre nom ?» dit Paul, un léger froncement de sourcils. « Et votre fils et votre belle-fille y vivent sans payer de loyer tout en ayant l'intention de la vendre. » Dit si crûment, cela paraissait absurde, même pour moi. « Oui, confirmai-je, la voix ténue. Et ils m'ont relégué au garage. » L'embarras me chauffa les joues. Comment avais-je pu laisser les choses en arriver là? « Vous avez des options, » déclara Paul, en se penchant en arrière. Les arrangements financiers pourraient constituer un contrat verbal. Au minimum, vous pourriez poursuivre en justice pour le recouvrement des paiements hypothécaires effectués depuis le transfert de propriété. Il y a aussi la possibilité de faire valoir une hypothèque légale. Béatrice, qui avait été inhabituellement silencieuse, prit la parole. Elle doit d'abord les confronter, leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Paul parut sceptique, mais je savais que Béatrice avait raison. Avant d'engager des poursuites légales contre mon propre fils, je devais lui donner une dernière chance de rectifier le tir. C'était un espoir désespéré, une petite lueur que peut-être, juste peut-être, le garçon que j'avais élevé existait encore sous les couches de son sentiment de droit acquis. C'est ainsi que je me suis retrouvée debout sur le perron de ma propre maison le lendemain, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. J'y avais vécu depuis avant la naissance de Damien, et pourtant me voilà, une invitée, devant demander la permission d'entrer. Je pris une profonde inspiration et sonnai à la porte. Chloé ouvrit, sa surprise rapidement masquée par un sourire forcé, artificiel. « Éléonore, on ne t'attendait pas. J'ai besoin de parler avec toi et Damien, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'étais. Elle hésita, puis s'écarta. « Bien sûr, entre. » Le salon avait encore changé depuis mon départ. Ma lampe de lecture préférée avait disparu, remplacée par un lampadaire épuré et moderne que je ne reconnaissais pas. Les photos de famille que j'avais arrangées sur la cheminée avaient été réorganisées, plusieurs d'Arthur étant désormais visiblement absentes. Damien sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venue parler de la maison, » dis-je, croisant directement son regard. « Béatrice m'a dit que vous comptiez la vendre. » Leur échange de regards, rapide et coupable, confirma tout. L'air de la pièce autrefois familière crépita soudain d'une tension froide, indéniable. Qu'auriez-vous ressenti en voyant la vérité de leur trahison mise à nu dans ce regard partagé, debout dans la maison, qui était autrefois vraiment la vôtre? « Nous allions te le dire, » dit Damien, évitant mon regard, sa voix empreinte d'une subtile défensive. Une fois que tout serait finalisé, son regard glissa vers Chloé, qui lui offrit un sourire contraint et rassurant. Une véritable mise en scène pour la femme qu'il pensait toujours contrôler. Finalisé, ma voix, bien que calme, résonna sèchement dans le salon fraîchement repeint et impersonnel. C'était ma maison pendant 35 ans,
Ton père et moi avons construit cette maison, Damien. Nous t'avons élevé ici. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds du poids des décennies. Un contraste saisissant avec la décoration moderne et vide qui remplissait maintenant l'espace. L'absence des photos d'Arthur sur la cheminée fut comme un coup physique, un effacement délibéré de l'histoire. Chloé soupira dramatiquement, ses doigts parfaitement manucurés, traçant le bord d'un coussin décoratif inconnu. « Éléonore, nous comprenons que tu aies des attaches sentimentales, mais nous devons faire ce qui était le mieux pour notre famille maintenant. » Son ton était mielleux, mais ses yeux contenaient une pointe de dédain. « Votre famille ?» répétai-je, la question ayant le goût de cendre. « Et moi, alors ?» Un silence inconfortable s'étira entre nous, épais et étouffant. Damien se déplaça, évitant mon regard. Son malaise palpable mais éclipsé par une résolution inébranlable. « Maman, » dit-il finalement, son ton dégoulinant d'une patience condescendante qui me donnait des frissons. « Tu nous as cédé la maison. Nous apprécions tout ce que tu as fait, vraiment. Mais c'est notre propriété maintenant. C'est à nous de décider ce qu'il en advient. » Il parlait comme un avocat, pas comme mon fils. Comme un robot récitant un code juridique, pas un homme parlant à sa mère. Je pris une profonde et tremblante inspiration, essayant de calmer le tremblement de mes mains. La pluie dehors s'était apaisée, remplacée par le goutte à goutte persistant des gouttières. Chaque goutte un petit marteau contre mes nerfs à vif. « Je paie l'hypothèque depuis 2 ans, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Chaque mois, depuis mon compte, pour vous offrir un toit. » Un autre regard, rapide et complice, passa entre eux. Il savait, bien sûr qu'il savait. Comment aurait-il pu l'ignorer? C'était ton choix, Éléonore, dit Chloé froidement, son menton se levant avec défi. Nous ne t'avons jamais demandé de le faire. Ces mots, si désinvoltes, me frappèrent comme un coup physique. Mon choix, c'était le sang de ma vie, mon don infini. Mes mains commencèrent à trembler, visiblement maintenant. Je l'ai fait pour vous aider. Étouffai-je, la douleur de leur ingratitude un feu brûlant dans ma poitrine. Parce que c'est ce que fait la famille. Et nous sommes reconnaissants. Interjecta rapidement Damien, bien que son ton suggérât tout sauf une gratitude sincère. C'était une phrase toute faite, dénuée de chaleur. Mais ça ne change rien à la situation légale, maman. La maison est à nous. Alors mes 35 ans ici, insistai-je, ma voix montant légèrement. Mon soutien financier, mon rôle dans cette famille. Rien de tout ça ne compte. Je cherchais sur le visage de Damien une lueur de reconnaissance, un soupçon du garçon qui autrefois s'accrochait à ma main. Mais il se contenta de hausser les épaules, l'air mal à l'aise, mais impassible. « Maman, tu dramatises les choses plus qu'il n'en faut, » dit-il, la note condescendante de retour en force. « Nous pouvons t'aider à trouver un bel appartement pour Senior. »« Je n'ai pas besoin d'un bel appartement pour Senior, » claquai-je, la colère éclatant enfin. « J'ai besoin que mon fils fasse preuve d'une once de décence et de respect. » Chloé s'avança, son sourire contraint, un masque de fausse sollicitude. « Éléonore, je crois que tu deviens émotive. Peut-être devrions-nous reprendre cette conversation une autre fois. » C'est à ce moment-là que je compris. Vraiment, il n'y avait rien à réparer. Le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais aimé de chaque fibre de mon être, avait disparu. À sa place se tenait un étranger qui ne me voyait plus que comme une obligation, un problème à gérer. La réalisation s'abattit sur moi, froide et lourde, mais elle alluma aussi une détermination surprenante et féroce. J'ai arrêté les paiements automatiques de l'hypothèque, dis-je tranquillement. Chaque mot une pierre tombant dans un puits profond. L'expression de Damien changea instantanément. La façade calme vola en éclats, remplacée par un choc brutal.
Tu as fait quoi ?» Sa voix était un halètement étranglé. « Si vous voulez vendre ma maison, il faudra la payer vous-même. » Ma voix gagna en force à chaque mot. « Vous ne pouvez pas faire ça !» La voix de Chloé monta, un cri aigu et paniqué. « Et notre crédit ? Nous avons des projets !»« Oui, » acquiesçai-je, un sourire amer effleurant mes lèvres. J'entends dire que les collines de chêne vert sont charmantes à cette période de l'année. Le visage de Damien s'assombrit, une rougeur dangereuse montant à son cou. « Maman, la maison était le cadeau de papa pour moi. Tu le sais, elle n'a jamais vraiment été à toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Jamais vraiment à toi. 35 ans de ma vie, balayés en 5 mots cruels. Ma vision se brouilla un instant. « Je vois », dis-je, ma voix à peine audible maintenant. Toute émotion s'en était drainée. « Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. » Je me tournais pour partir, mes jambes chancelantes sous moi. Alors que j'atteignais la porte, je fis une pause, regardant le fils qui ne me voyait plus, la belle-fille, qui avait orchestré mon bannissement. « Ton père aurait honte de toi, Damien, » dis-je, les mots lourds de finalité. Et pour la première fois, moi aussi, je sortis, refermant doucement la porte derrière moi. L'air printanier était frais contre mes joues en feu, tandis que je descendais l'allée, m'éloignant de la maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Quelque chose s'était irrévocablement brisé en moi aujourd'hui, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort et indéniablement plus aiguisé, s'était forgé à sa place. Comment peut-on vraiment commencer à reconstruire lorsque les fondations mêmes de votre vie ont été délibérément brisées par ceux que vous aimiez le plus ? Tu as fait quoi ? La tasse de café de Béatrice resta suspendue, à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux écarquillés. Nous étions de retour dans sa cuisine, la chaleur familière contrastant fortement avec la froide confrontation que je venais de quitter. « J'ai arrêté les paiements », répétai-je, encore choquée par ma propre audace, les mots me semblant étrangers mais indéniablement justes sur ma langue. Je leur ai dit que s'ils voulaient vendre la maison, ils devraient la payer eux-mêmes. Béatrice posa sa tasse avec un bruit sourd et définitif qui résonna dans la pièce silencieuse. Eh bien, il était temps, bon sang. Paul, qui avait insisté pour nous rejoindre après ma confrontation, semblait moins enthousiaste. Il était assis en face de moi, tapant un stylo sur son bloc-notes juridique. « C'est un bon premier pas, Éléonore. Mais nous devons vous protéger légalement. Si votre nom n'est plus sur le titre de propriété, vous pourriez être responsable des paiements manqués sans aucun droit sur le bien. » L'adrénaline qui m'avait portée à travers la confrontation s'estompait, laissant la place au doute qui s'insinuait. « Ai-je fait une terrible erreur ?» murmurai-je, le poids de la situation s'abattant soudain sur moi. « Non », dit Béatrice fermement, sa main traversant la table pour serrer la mine. « Tu t'es enfin affirmé. » Paul hocha la tête, son regard sérieux. « Soyons stratégiques sur ce point. Je vais contacter la banque demain, expliquer la situation et voir quelles options nous avons. En attendant, vous devez rassembler le moindre élément de preuve que vous avez effectué ces paiements. » J'acquiesçais, pensant au registre financier méticuleux qu'Arthur m'avait appris à tenir. Au moins, j'avais ça. Et mes affaires encore à la maison ? Demandai-je, une nouvelle vague d'anxiété m'envahissant. La pensée de mes possessions précieuses, toujours coincées dans ce garage, me noua l'estomac. Béatrice haussa carrément les épaules, une lueur dans les yeux. « J'irai avec toi les récupérer. S'ils nous donnent du fil à retordre, je me souviens encore comment manier la batte de baseball de nos jours de ligue communautaire. » Malgré tout, je me retrouvais à rire. Un son authentique, joyeux qui me sembla étranger à ce moment. Béatrice avait toujours été farouchement protectrice. Même au lycée, quand elle avait confronté les filles qui s'étaient moquées de mes vêtements de seconde main.
Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux, dis-je, la voix nouée. Paul se pencha et me serra la main. Tu n'es pas seule là-dedans, Éléonore. Nous veillerons à ce qu'il ne profite plus de toi. Le lendemain matin, un appel arriva de la Banque fédérale première. Mon cœur battait la chamade en répondant, m'attendant à des questions sur le paiement hypothécaire manqué. « Madame Mercier, c'est Théo Dubois du service hypothécaire. Nous avons reçu une demande pour discuter de la situation concernant votre propriété avenue des Érables. » Je serrai plus fort le téléphone. « Oui, c'est exact. Je comprends que vous ayez effectué des paiements sur une propriété qui n'est plus à votre nom. Nos registres montrent des paiements réguliers depuis votre compte au cours des 26 derniers mois. »« Oui, » confirmai-je, mais j'ai décidé d'arrêter ces paiements. Il y eut un silence. Puis, la voix de Théo, plus basse maintenant, plus personnelle. « Madame Mercier, je ne fais pas ça d'habitude, mais seriez-vous prête à venir en agence pour en discuter plus en détail ? Je pense qu'il pourrait y avoir des options que vous n'avez pas envisagées. » 2 heures plus tard, je me tenais face à Théo Dubois. Un homme au visage bienveillant, à peu près de l'âge de Damien. Il m'expliqua ce qu'on appelle une hypothèque légale. Essentiellement, en payant constamment les mensualités d'une propriété dont je ne tirais aucun bénéfice, j'aurais pu établir un droit sur le bien, même sans être sur le titre de propriété. Une lueur d'espoir s'alluma en ma poitrine. Une sensation fragile et nouvelle ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Cela signifie que vous pourriez potentiellement faire valoir une hypothèque légale sur la propriété pour le montant que vous avez contribué, expliqua Théo. Il ne pourrait pas vendre sans lever cette hypothèque. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, je sentis un soupçon de contrôle revenir. Un pion avançait sur un échiquier que je croyais perdu. « Il y a autre chose », dit Théo, baissant légèrement la voix. « Votre fils a appelé ce matin, assez contrarié par le paiement manqué. Il semblait ignorer le fonctionnement des hypothèques. Je ne fus pas surprise. Damien avait toujours compté sur les autres pour gérer les aspects pratiques de la vie. D'abord, Antoine et moi. Maintenant Chloé et, apparemment, mes mensualités. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que les paiements manqués affectent la cote de crédit et pourraient éventuellement mener à des procédures de saisie immobilière, dit Théo. Il ne l'a pas bien pris. Comme par hasard, mon téléphone vibra avec un SMS de Damien. « Maman, il faut qu'on parle de l'hypothèque urgemment. » Je montrai le message à Théo. « Que souhaitez-vous faire, Madame Mercier ?» demanda-t-il. C'était une question si simple, mais personne ne me l'avait posée depuis des années. Que voulais-je ? Non seulement concernant la maison, mais aussi pour ma vie. Je pensais à la confrontation avec Damien et Chloé, leur désinvolture face à mes contributions, leur certitude que je continuerais à financer leurs rêves, tout en étant reléguée au garage. Je veux ce qui m'appartient de droit, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Théo acquiesça, le respect évident dans son expression. Alors, faisons en sorte que cela se produise. Cet après-midi-là, armé des informations de Théo et des conseils juridiques de Pierre Lambert, je fis un autre pas inattendu dans ma nouvelle vie. Je postulais à un emploi. L'affiche « Aide recherchée » dans la vitrine du Café Rosa avait attiré mon regard alors que je rentrais chez Béatrice. « Tu veux faire la serveuse ?» demanda Béatrice, les sourcils levés, quand je lui dis « J'ai été serveuse pendant toutes mes études », lui rappelai-je. « Et j'ai besoin de mes propres revenus, de ma propre vie. Je ne peux pas me cacher indéfiniment dans ta chambre d'amis. » Béatrice y réfléchit. « Eh bien, le Café Rosa a la meilleure tarte de la ville. » 2 jours plus tard, j'eus ma première journée de travail. J'avais mal aux pieds et mon dos hurlait à la faim, mais les pourboires dans ma poche étaient aux miens, gagnés de mes propres mains.
La simple satisfaction que cela procurait était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Lorsque je rentrais chez Béatrice, épuisée mais étrangement revigorée, il y avait 6 appels manqués de Damien sur mon téléphone. J'écoutais le premier message vocal. « Maman, la banque a appelé à propos de l'hypothèque. Ils ont parlé d'une hypothèque légale. Qu'est-ce que tu fais ? Rappelle-moi immédiatement. » Je le supprimais sans écouter les autres. Pour une fois, Damien devrait attendre ma convenance, et non l'inverse. Béatrice m'apporta un verre de vin et s'assit à côté de moi sur la balancelle du porche. « Comment ça fait ?» demanda-t-elle doucement. Je considérais la question, regardant le soleil couchant peindre le ciel de nuances roses et dorées. J'ai l'impression de me réveiller enfin, dis-je, comme si j'avais marché en somnambule depuis la mort d'Antoine. Et maintenant ? Maintenant, tu es de nouveau Éléonore, compléta Béatrice. J'acquiesçai, levant mon verre dans un petit toast. À Éléonore Mercier. C'était agréable de la rencontrer enfin. Mais cette nouvelle version de moi-même serait-elle assez forte pour affronter la confrontation inévitable qui se profilait encore ? 3 semaines après avoir commencé à travailler au Café Rosa, j'avais trouvé un rythme qui me semblait étonnamment confortable. Mes pourboires étaient modestes mais réguliers. Et le travail physique occupait mon esprit. Plus important encore, j'avais de nouveau un but, un endroit où être, des gens qui comptaient sur moi. Une vie entièrement à moi. C'est pourquoi la vue de Damien, debout maladroitement près du pupitre d'accueil, me traversa d'un choc. « Maman !» dit-il, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « On peut parler ?» Rosa, la propriétaire, croisa mon regard derrière le comptoir. « Prends 15 minutes si tu en as besoin, Éléonore. » J'acquiesçai et conduisis Damien vers une banquette d'angle, loin de mes clients habituels, devenus en quelque sorte des amis. « Tu as l'air différente, » dit-il, m'étudiant. Je lissais mon tablier. « Je suis différente. » Damien se déplaça, mal à l'aise. « Maman, à propos de la maison, je ne discute pas de ça ici. » L'interrompis-je, ma voix ferme. « Si c'est pour ça que tu es venu, tu perds ton temps. »« S'il te plaît, » dit-il, une note de désespoir s'immisçant. « Chloé et moi, nous sommes en difficulté. La banque a appelé à propos d'une hypothèque légale et notre cote de crédit baisse à cause des paiements manqués. » J'observais mon fils, sa montre coûteuse, ses cheveux soigneusement coiffés, le parfum subtil d'eau de Cologne qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une journée au Café Rosa. Tout chez lui criait le sentiment de droit acquis, une vie amortie par les sacrifices des autres. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Damien ?» Il se pencha en avant. « Nous avons besoin que tu lèves l'hypothèque et que tu reprennes les paiements. Juste le temps que nous puissions vendre la maison. » La pure audace de la chose me fit presque rire. « Et qu'est-ce que j'obtiens en retour ? » « Nous nous assurerons que tu sois prise en charge, » dit-il comme s'il offrait une grande gentillesse. « Il y a une très belle résidence pour seniors à Bellevue. »« Stop !» dis-je, levant la main. « Je ne suis pas intéressée par le fait d'être prise en charge. Je me suis occupée de moi-même et de toi pendant des années. »« Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas continuer à travailler ici. » Il fit un geste de la main, dédaigneux, vers le café. « Tu as presque 70 ans. »« 68, corrigeai-je. Et je me porte très bien. » Le visage de Damien se durcit légèrement. Son masque de contrition glissa. « D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Un pourcentage de la vente ?» Je l'étudiais, cet étranger au visage de mon fils. « Je veux récupérer ma maison. » Il cligna des yeux, puis rit nerveusement. « Ce n'est pas possible. Nous avons déjà fait une offre pour la maison aux collines de Chêne-Vert. Pas mon problème. » L'expression de Damien s'assombrit. « C'est ton problème si tu veux une relation avec ta petite fille, avec l'un d'entre nous. » La menace plana dans l'air, laide et explicite.
Mon propre fils utilisait mon amour pour Léa comme levier. Tu menaces de m'empêcher de voir Léa? Il eut la décence de paraître légèrement honteux, mais insista. Je dis juste que les familles doivent te soutenir. Chloé et moi avons un plan pour notre avenir, et tu nous barres la route. La façon dont je vous ai barré la route, quand j'ai payé tes études universitaires, ou quand j'ai gardé Léa et Léo tous les week-ends, pour que Chloé et toi puissiez avoir votre temps à deux, ou quand j'ai signé l'acte de propriété de la maison, et continuer à payer les mensualités pour que tu puisses économiser pour ce bateau que tu as acheté l'été dernier. Damien rougit. Ce n'est pas juste. Non, acquiesçai-je. Ça ne l'est pas. Ma pause était presque terminée. Je sortis de la banquette et me levai, redressant mon tablier. Je dois retourner au travail. Maman, s'il te plaît. La voix de Damien se brisa légèrement. Nous avons besoin de ça. La maison aux collines de Chêne Vert est parfaite. On ne peut pas la perdre. Pendant un instant, je revis le petit garçon qui grimpait sur mes genoux, avec les genoux écorchés, me regardant pour que je répare tout. Mais ce garçon avait disparu. À sa place se tenait un homme qui ne me voyait plus que comme un moyen, pas une fin en soi. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Mais j'ai d'abord besoin de quelque chose par écrit de toi et Chloé. Retrouve-moi au bureau de Pierre Lambert demain à 14h. Le soulagement inonda le visage de Damien. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. Alors qu'il partait, je me demandais si je ne le regrettais pas déjà. Face à un tel calcul froid, ne devient-on pas inévitablement ce que l'on déteste? J'arrivai au bureau de Pierre tôt le lendemain, l'estomac noué. J'avais à peine dormi, ressassant encore et encore la décision que j'avais prise au milieu de la nuit. Une trêve fragile s'était installée sur mon esprit, achetée par la résolution tranquille de me protéger. La salle d'attente était feutrée, la moquette épaisse, étouffant les bruits lointains de la ville. Chaque tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin semblait faire écho au battement frénétique de mon cœur. Damien et Chloé arrivèrent précisément à 14h, tous deux habillés comme pour une réunion d'affaires de haute importance. Le sourire de Chloé était forcé, une performance rodée, mais une lueur de triomphe dansa dans ses yeux lorsqu'ils prirent place en face du bureau en acajou poli de Pierre. Elle me jeta un coup d'œil, puis détourna le regard, comme si ma présence n'était qu'une formalité avant leur inévitable victoire. « Merci d'être venu », commença Pierre formellement, sa voix calme et professionnelle. « Madame Mercier a examiné votre demande concernant la propriété avenue des Érables. Nous apprécions cela », interjecta Chloé avec aisance, se penchant en avant, sa voix dégoulinante d'une confiance artificielle. Nous sommes certains de pouvoir parvenir à un accord qui bénéficie à tout le monde. Ses yeux papillonnèrent vers Damien, qui lui fit un rapide hochement de tête rassurant. Il croyait toujours avoir toutes les cartes en main. Pierre fit glisser un unique document sur le bureau, le poussant doucement vers Damien. « Voici ce que Madame Mercier propose. » Damien le ramassa, son expression passant d'une anticipation pleine d'espoir à une incrédulité confuse, puis à une colère brute et explosive en quelques secondes. Son visage rougit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, claquant le papier sur la table. « Ça, » dis-je calmement, ma voix ferme, me surprenant moi-même. C'est ma condition pour lever l'hypothèque légale. Chloé arracha le papier des mains de Damien, ses yeux parcourant le contenu. Son visage parfaitement maquillé se tordit. « C'est ridicule. Vous voulez que nous vous vendions la maison pour le solde restant de l'hypothèque? Elle vaut au moins 3 fois ça. » Sa voix monta, stridente et indignée. « Elle vaut exactement ce que j'y ai mis, » répondis-je, soutenant son regard furieux. 35 ans de paiement, réparation, amélioration. Le visage de Damien avait pris une teinte cramoisie alarmante. « Vous ne pouvez pas faire ça.
La maison est légalement à nous. » Il frappa légèrement du poing sur le bureau. « Avec une hypothèque légale dessus, » fit remarquer Pierre, son ton égal, inflexible, ce qui complique considérablement toute vente potentielle et affecte votre crédit, Monsieur Mercier. « On va se battre !» cria Chloé, sa voix froide d'une fureur à peine contenue. « On va prendre notre propre avocat. » J'acquiesçais, m'attendant à cette réaction. « Vous pouvez essayer, mais les procédures judiciaires prendront du temps, des mois, peut-être des années. Vos cotes de crédit continueront de souffrir, et cette maison de rêve aux collines de chêne vert ira à quelqu'un d'autre. » La vérité de cela s'imprégna visiblement. Damien et Chloé s'étaient de surendettés, comptant sur une vente rapide de ma maison pour financer leur promotion. Le vent leur sortit des voiles, les dégonflant sous mes yeux. « Oh, tu as tout planifié depuis le début !» accusa Damien, sa voix à peine audible, ses yeux plissés, emplis d'une nouvelle et sombre suspicion. « Depuis le moment où nous t'avons installé au garage. »« Non !» dis-je doucement. La douleur de son accusation, une sourde douleur dans ma poitrine. J'ai juste enfin cessé de me laisser utiliser. Chloé se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Nous devons discuter de cela en privé. Alors qu'il sortait, Pierre me fit un signe de tête, approbateur, une affirmation silencieuse. « Tu fais ce qu'il faut, Éléonore. » Je n'étais pas si sûre. Le regard de trahison dans les yeux de Damien me hantait. Étais-je devenue aussi calculatrice et froide qu'eux? Avant que je puisse m'y attarder davantage, la porte du bureau s'ouvrit. Damien et Chloé revinrent, les visages sombres mais résignés. « Nous acceptons votre offre, » dit Damien d'un ton raide, sa voix plate, dénuée d'émotion. « Mais j'espère que tu réalises ce que cela signifie pour notre relation. » Il croisa mon regard, un défi froid et dur dans ses yeux. Je soutins le sien fermement. « Je le fais, et j'espère qu'un jour tu réaliseras ce que cela signifiait quand vous avez mis mes valises sur le trottoir. » Les mots flottèrent dans l'air entre nous, une vérité crue et amère. Ce n'était pas juste une transaction financière. C'était le délitement d'une vie entière, laissant un vide là où l'amour avait autrefois régné. Comment commencer vraiment à réparer ce qui semble si totalement, irrévocablement brisé? La première nuit de retour dans ma maison, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré de pièce en pièce, un fantôme dans mes propres souvenirs. Ma main traçait les contours familiers des murs, sentait le plâtre frais. Je me suis arrêtée au chambranle de la porte dans le couloir, mes doigts effleurant les faibles marques de crayon où Antoine et moi avions mesuré la taille de Damien chaque année, le regardant grandir vers l'âge adulte, vers un avenir qui semblait maintenant si tragiquement lointain. Je me tenais dans la cuisine, ses surfaces modernes et impersonnelles, dures sous la douce lumière des spots encastrés. C'était la cuisine où Antoine et moi avions dansé pour notre 30e anniversaire. Un tourbillon spontané et joyeux au milieu du parfum de la tarte aux pommes, fraîchement sortie du four. Cela faisait 3 mois depuis la confrontation dans le bureau de Pierre, 3 mois de paperasse juridique, d'échanges tendus et stériles avec Damien et Chloé, alors qu'ils déménageaient à contre-cœur, de reconstruction de ma vie, pièce par pièce, minutieusement. La maison me semblait à la fois familière et étrangement étrangère. Chloé avait repeint plusieurs pièces dans des gris tendances et des blancs éclatants, effaçant les jaunes et les bleus chaleureux qu'Antoine et moi avions choisis. La cuisine, autrefois le cœur de notre foyer, avait été rénovée avec des appareils élégants et impersonnels, tout en acier inoxydable et angle vif. Mais sous les changements cosmétiques, la véritable âme de la maison demeurait. Le grincement familier de la 3e marche de l'escalier, la façon dont la lumière du soleil
de fin d'après-midi filtrait encore à travers la baie vitrée du salon. La légère et attachante inclinaison du sol dans le couloir de l'étage, qu'Antoine n'avait jamais pu corriger tout à fait. C'étaient les vrais souvenirs, gravés dans la structure même de l'endroit. Je suis entrée dans la chambre principale, maintenant vide de meubles, à l'exception du lit, que j'avais apporté de la chambre d'amis de Béatrice. Cette pièce, où Antoine et moi avions partagé nos vies, où il avait rendu son dernier souffle, me semblait sacrée d'une certaine manière. « Je suis à la maison », murmurai-je, les mots flottant dans l'air calme, comme s'il pouvait m'entendre. Le silence qui répondit n'était pas solitaire, juste paisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement à ma place. La sonnette retentit le lendemain matin, alors que je déballais ma modeste collection de vaisselle. Chaque pièce, une petite victoire. J'ouvris et trouvai Béatrice, tenant une marmite de soupe fumante et une bouteille de vin. « Pendaison de crémaillère », annonça-t-elle, marchant devant moi dans la cuisine. Une force de la nature. Bien que je suppose que c'est techniquement un retour aux sources. Je ris, un rire franc et libéré. La suivant. Ça ressemble aux deux, honnêtement. Béatrice posa ses offrandes sur le comptoir et se retourna, inspectant la cuisine avec un froncement de sourcils désapprobateur. Mon Dieu, qu'est-ce que cette femme a fait à tes magnifiques armoires en chêne? Elle les a peints en gris et a remplacé toutes les poignées par ce qu'on appelle du nickel brossé, dis-je, un sourire ironique effleurant mes lèvres. Apparemment, le chêne est passé de mode. Béatrice renifla. Tu sais ce qui est passé de mode? Jeter sa belle-mère à la rue. Nous avons toutes les deux ri, bien que la douleur sous l'humour fût encore vive. Tu as eu de leurs nouvelles? Demanda Béatrice en m'aidant à déballer, ses mouvements efficaces et réconfortants. Je secouai la tête. Pas depuis la signature finale. Damien a clairement dit que j'avais choisi la maison plutôt qu'eux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais? Dit Béatrice fermement, ses yeux perçants. Tu as choisi le respect de toi-même. Il y a une différence. Je n'étais pas sûre que Damien le verrait un jour de cette façon, mais j'avais fait la paix avec ma décision. L'alternative, continuer à les laisser m'utiliser tout en me traitant comme une chose secondaire, n'était plus acceptable. Eh bien, dit Béatrice ouvrant le vin avec un pop décisif, au nouveau départ. Nous avons trinqué et j'ai ressenti une vague de gratitude pour cette femme qui m'avait soutenue, quand ma propre famille ne l'avait pas fait. Les semaines suivantes apportèrent un rythme régulier à mes journées. Les matins au Café Rosa, mes pieds endoloris mais mon esprit en plein essor. Les après-midi passés à restaurer lentement la maison pour qu'elle redevienne quelque chose qui me ressemblait. Je n'avais pas l'argent pour remplacer toutes les rénovations modernes de Chloé, mais je pouvais ajouter des touches qui ramenaient la chaleur, des coussins colorés, le vieux fauteuil usé d'Antoine remis à sa place près de la baie vitrée, des photos de famille fièrement replacées sur la cheminée. Le vieux matériel de pêche d'Antoine, autrefois qualifié de bric-à-brac, pendait maintenant fièrement dans le bureau. Un symbole défiant de ce qui ne pouvait être effacé. Un samedi matin, je plantais des bulbes de tulipes dans le jardin de devant, lorsqu'une voiture familière s'engagea dans l'allée. Mon cœur bondit dans ma gorge, alors que Damien en sortait, l'air incertain. Il se tenait maladroitement au bord du jardin, les mains fourrées dans ses poches. « Les fleurs sont jolies », proposa-t-il, la voix hésitante. J'acquiesçai, ne me fiant pas à ma voix. « Papa a toujours aimé les tulipes », continua-t-il, jetant un coup d'œil autour du jardin. Je me souviens qu'il les plantait chaque automne. J'enlevai la terre de mes mains. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Damien ?» Il se déplaça, mal à l'aise. « Nous n'avons pas eu la maison aux collines de Chêne Vert. » Je n'étais pas surprise.
Leur crédit avait probablement été trop endommagé par les paiements hypothécaires manqués. « Je suis désolée d'entendre ça, » dis-je, le pensant, malgré tout. Damian baissa les yeux vers ses chaussures. Des mocassins coûteux maintenant couverts de poussière, du chemin du jardin. Nous avons trouvé un appartement à la place. C'est petit, mais ça nous enseigne une certaine perspective, je suppose. J'attendis, sentant qu'il y avait plus. Chloé est de nouveau enceinte, dit-il enfin. Les mots presque un murmure. Le bébé est attendu en janvier. Félicitations, dis-je doucement, me demandant si cette nouvelle était destinée à me blesser, à me rappeler ce que j'allais manquer. Damian croisa mon regard pour la première fois. Léa demande de tes nouvelles. Elle ne comprend pas pourquoi on ne rend plus visite à grand-mère. Une douleur, aiguë et douce, me transperça le cœur. Ma petite fille me manquait atrocement. Elle est la bienvenue ici n'importe quand, dis-je. Puis, après une pause, toi aussi. Damien hocha la tête, puis hésita. Maman, j'ai pensé à tout, à ce qui s'est passé. Je retins mon souffle, n'osant pas espérer une réelle compréhension. Je ne dis pas que nous avons bien géré les choses, continua-t-il, choisissant ses mots avec soin. Mais tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Mon espoir momentané s'effondra. Il ne voyait toujours pas. Je n'ai pas choisi une maison, Damien, dis-je doucement, ma voix empreinte d'une calme conviction. J'ai choisi de ne pas être effacée. Il y a une différence. Il fronça les sourcils, clairement pas d'accord. Bref, je pensais que tu devrais savoir pour le bébé. Et peut-être que Léa et Léo pourraient se venir parfois, si ça te va. Ce n'était pas des excuses, loin de là. Mais c'était une petite ouverture, une minuscule fissure dans le mur entre nous. J'aimerais ça, dis-je. Après le départ de Damien, je m'assis sur la balancelle du porche, traitant la rencontre. La relation avec mon fils était endommagée. Peut-être irréparablement. Il ne pouvait toujours pas voir à quel point il m'avait blessé. À quel point il avait fondamentalement trahi ma confiance. Mais il était venu aujourd'hui. Il avait tendu la main, aussi inadéquatement que ce soit. C'était un début, pas une fin. Ce soir-là, Béatrice et Charles vinrent, ainsi que Rosa du café, et Pierre et sa femme. Nous nous sommes assis dans mon jardin, le même jardin où j'avais organisé la fête de remise des diplômes du lycée de Damien, où Antoine et moi avions célébré des anniversaires, où la vie s'était déroulée dans toute sa glorieuse pagaille. Alors que le crépuscule s'installait autour de nous, la conversation coulant facilement parmi ces personnes qui étaient devenues ma famille choisie, un profond sentiment de paix m'envahit. « Un toast !» déclara Béatrice, levant son verre, à Éléonore Mercier, qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Tout le monde trinqua, me souriant chaleureusement. Plus tard, alors que les étoiles émergeaient dans le ciel d'été clair, je m'assis seule sur le porche, écoutant les craquements et les soupirs familiers de ma maison. Je pensais à Antoine, à la vie que nous avions construite, au fils que nous avions élevé, et qui avait d'une manière ou d'une autre perdu son chemin. Je pensais à la femme que j'étais devenue ces derniers mois, plus forte, plus déterminée, refusant d'être diminuée pour le confort de quiconque. La maison autour de moi n'était pas seulement des murs et un toit. C'était un témoignage de survie, de résilience, de la puissance tranquille et imparable d'une femme qui avait enfin appris à se faire passer en premier. J'étais chez moi, non seulement dans cette maison, mais dans ma propre vie. Et pour la première fois depuis des années, cette vie s'étendait devant moi, pleine de possibilités qui étaient entièrement les miennes. Quelles tournures inattendues vous ont amené à reprendre les rênes de votre propre histoire, à trouver la force là où vous l'attendiez le moins? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de triomphe et de transformation.